Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 11 septembre et ravi de vous retrouver pour ce 60 minutes pour comprendre déjà numéro 10. Et je vous remercie encore une fois de votre fidélité naissante. Vous êtes nombreux à nous avoir rejoints sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Médien TV, sur le hashtag 60MPC sur Twitter. Nous avons déjà pour l'émission d'aujourd'hui des questions. Nous n'hésiterons pas à les utiliser pour alimenter notre discussion. Donc, et continuer à le faire, bien sûr, pendant l'émission. Tous les soirs, vous le savez, pendant 60 minutes. Nous le faisons en direct, en compagnie d'experts, d'observateurs nationaux et internationaux. Les experts et expertes qui ont accepté de venir sur ce plateau ce soir sont Rita Al-Khadiri. Bonsoir, vous êtes directrice générale, développement et partenariat de la Fondation Zagora. Vous nous direz en quelques mots les principales actions, rayons d'action de la Fondation Zagora. Mounia Benskroun, vous êtes consultante en éducation et développement social au sein du cabinet Oxygène, études et conseils, et présidente de l'association Kanyamaken. Merci d'être avec nous. Abdallah Khaloub, vous êtes chef de division de la coopération internationale et de la promotion des partenariats à l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme. Et là, il faut savoir lire pour avoir vos titres et toutes vos compétences. Vous nous serez d'un grand secours ce soir. Et enfin, n'est pas des moindres, Saïd Hanshan, vous êtes professeur à l'école de la gouvernance à l'université Mohamed VI Polytechnique. Vous êtes directeur du laboratoire international associé du CNRS en France. Vous êtes également expert auprès de l'Union européenne pour l'évaluation et l'audit de la stratégie d'alphabétisation du Maroc depuis 2014. Vous avez une carte de visite qui peut tenir sur un format A4, en tout cas. Et puisqu'on va parler d'alphabétisation et d'analphabétisme et d'illettrisme, on pourra peut-être parler d'hyperlettrisme et d'hyperalphabétisation. On verra de quelle manière la fracture se fait. 10 millions de nos compatriotes marocains sont incapables de faire ce que je suis en train de faire maintenant, de lire ou d'écrire. Ce chiffre, c'est l'Agence nationale de la lutte contre l'analphabétisme qui l'a annoncé à l'occasion de la Journée mondiale de l'alphabétisation. Ce chiffre est en baisse, mais encore trop élevé. La lutte contre l'analphabétisme au Maroc. Des progrès, oui, mais relatifs. C'est le titre de l'émission de ce soir. Illettrisme, analphabétisme, des mots que l'on croyait éradiqués. Pas tout à fait en réalité. Selon les derniers chiffres de l'UNESCO, ils sont encore près de 781 millions d'adultes dans le monde à être peu ou pas du tout alphabétisés. 250 millions d'enfants ne savent ni lire ni écrire. Le Maroc dans tout ça ? Un coup d'œil aux dernières statistiques publiées cette semaine lors de la Journée mondiale de l'alphabétisation s'impose. Constat global, le fléau recule mais reste encore très préoccupant. Il touche 10 millions de personnes qui ne savent donc ni lire ni écrire. Qui sont ces Marocains et Marocaines encore totalement analphabètes? Chez les 10 ans et plus, le taux d'analphabétisme était de 43% en 2004. Il est aujourd'hui descendu à 28%. Près d'un élève sur deux quitte l'école après 5 ou 6 ans, sans aucun acquis. Ces chiffres tiennent à plusieurs causes liées entre elles: la pauvreté, des conditions de vie difficiles, la faible scolarisation des parents, la taille trop importante des ménages, l'éloignement des écoles, et enfin les mentalités qui empêchent encore certaines filles d'aller à l'école. Autre cause à questionner, l'enseignement. Obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 13 ans depuis 1965, ils souffrent d'infrastructures vétustes, de classes surpeuplées. L'abandon scolaire est toujours important. Serait-ce un échec du système éducatif ? Beaucoup de questions posées par ce chiffre de 10 millions. On va revenir aussi sur ce chiffre, comment il a été évalué, sur la méthodologie, parce que c'est quand même intéressant de savoir comment on sait qu'on a 10 millions. Je vais déjà lire une réaction d'une téléspectatrice qui nous a envoyé un message sur Facebook de Ilham qui nous dit « Le choc du chiffre, mais on s'en rend compte tous les jours, ça me fait mal quand je vois de jeunes patients, et il a mes médecins, la majorité incapables de relire leurs ordonnances, même bien écrites. » On verra bien sûr les conséquences de tout ça. Alors, l'analphabétisme, on va peut-être revenir sur la définition, parce qu'il y a être analphabète, illettrisme, on va peut-être un peu faire la distinction pour qu'on soit bien sûr de quoi on parle. Abdallah Khaloub, être analphabète, c'est quoi? On va dire la définition claire et précise. Très bien. D'abord, je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous donnez à cette problématique, et parce que vraiment nous avons besoin qu'on s'intéresse tous à ce fléau. Bien. Vous avez bien fait d'ailleurs de citer analphabétisme et illettrisme. Bon, l'analphabétisme,
à vrai dire, c'est l'état, c'est la situation de quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, ou qui sait déchiffrer, mais ne comprend pas ce qu'il déchiffre. D'accord. D'accord, parce qu'il y a des niveaux d'illettrisme. Alors l'illettrisme, c'est plus lié à quelqu'un qui a déjà passé par l'école, par exemple, mais qui a quitté l'école et qui a retenu encore des connaissances qui ne sont pas normalement suffisantes pour qu'il lise, pour qu'il bien sûr qu'il comprenne les messages. Donc c'est un niveau d'alphabétisme bas. C'est un bas niveau d'alphabétisme. Il est alphabétisé, mais ce n'est pas suffisant pour qu'il confronte les besoins de la vie quotidienne. Oui, en fait, pour compléter ce que vient de dire Abdallah Khaloub, ce qui est important de savoir, c'est que la définition même de l'analphabétisme ou de l'alphabétisme, de la personne alphabète, a évolué dans le temps, au niveau de l'UNESCO, mais même au niveau du Maroc. Alors c'est vrai que dans les sociétés anciennes, dans les années 60-70, où le degré d'exigence en termes de savoir était beaucoup plus faible qu'aujourd'hui, quelqu'un d'analphabète, c'est quelqu'un qui ne savait ni lire, ni écrire, ou ne savait pas faire des opérations de calcul élémentaires. L'ancêtre de l'agence, la nouvelle agence qui s'appelait la DLCA, avait, dans le cadre de sa nouvelle stratégie, révisé sa définition de qui est alphabète en disant est alphabète toute personne maîtrisant les compétences clés qui lui permettent d'adhérer à la vie quotidienne de manière fonctionnelle et efficace et qui peut utiliser ses compétences de manière tout à fait autonome pour assumer tous ses rôles. On en tant que citoyen. Et ça, c'est une définition qui a évolué dans le temps? C'est-à-dire qu'on a pris en considération le côté pratique de la chose, dans l'insertion dans la vie de tous les jours. Fonctionnel, et c'est-à-dire que c'est quelqu'un, à la limite, qui sait lire et écrire de manière complètement rudimentaire. On ne peut pas le considérer alphabétisé aujourd'hui parce que il a tellement le monde dans lequel il évolue demande des compétences tellement plus complexes que on ne peut pas le qualifier. D'où le fait, certainement on en parlera tout à l'heure. En tant que consultant, j'ai fait des études donc sur les populations analphabètes, et dans une des études, j'ai dit mais il faut absolument qu'on parle des analphabètes et des faiblement lettrés, parce que, comme vous l'avez dit vous-même dans votre reportage, un enfant qui sort de la 5e ou de la 6e année primaire et qui va travailler à l'âge de 12 ans ou à l'âge de 13 ans et qui n'est plus en contact avec le monde lettré, se désalphabétise. En fait, il régresse. Il est alors, on y reviendra justement, parce que le taux de scolarisation, c'est aussi un des points qu'on abordera. Saïd Henchen, j'ai relevé un point qu'a dit Mounia Benchkrolan tout à l'heure. Bon, il y a déchiffré, bien sûr, quelle que soit la langue, on est bien d'accord. Les mathématiques, vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est les opérations rudimentaires. Les mathématiques, est-ce qu'on peut savoir faire des calculs tout en étant analphabète, sans pouvoir déchiffrer, on va dire, les lettres et les mots, mais pouvoir faire des calculs? Parce que c'est finalement ça qu'on utilise le plus. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Ensuite, je dois dire que ce qui vient d'être dit par mes deux collègues montre jusqu'à quel point il y a tout d'abord un débat international sur la manière dont on peut définir ou catégoriser un individu comme étant analphabète. En fait, l'analphabétisme ou l'alphabétisme, c'est un continuum. Il y a le degré 0, puis après, il y a un degré plus ou moins sophistiqué qui permet à l'individu de pouvoir lire, de pouvoir écrire et de pouvoir peut-être exercer un certain nombre de fonctions que l'on peut définir à un moment donné, dans un contexte social donné, pour qu'il puisse effectuer une activité professionnelle. Le problème, effectivement, peut-être qu'on reviendra dans la discussion là-dessus, le problème, c'est que dans la société marocaine d'aujourd'hui, c'est que vous avez, par exemple, des individus qui peuvent exercer des métiers qui sont très sophistiqués, qui exigent de la géométrie, qui exigent des calculs, mais qui, pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir se développer, il leur manque cet épanouissement qui est de savoir lire, de savoir écrire, de savoir apprendre, par exemple, de nouvelles technologies. Mais je préfère garder la discussion... Gardez, on va y arriver. On en parlera par la suite, parce que avant de... je voulais juste placer une petite formule, parce qu'avant de... souvent, quand on parle d'alphabétisation,
on oublie qu'après l'alphabétisation, il y a la post-alphabétisation. Enfin, on va y je arriver, pense que voilà, on va y je arriver. pense qu'il faudrait évoquer on la va y question. aller. Rissa Al-Qadiri, est-ce que finalement, quand on voit, juste pour conclure sur la définition de l'alphabétisation et de l'illettrisme, est-ce que finalement l'évolution dans le temps permet de mieux appréhender les choses, ou c'est juste changer de thermomètre pour avoir des statistiques qui soient un peu plus intéressantes? Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on se dit 10 millions, ça peut être beaucoup plus? Alors, à vrai dire, d'abord, je parlerai de par la Fondation Zakura et l'expérience de la Fondation Zakura. C'est que, en effet... Excusez-moi, je ne l'ai pas présenté. Dites-nous en quelques mots la Fondation Zakura, justement, de quoi vous vous occupez. Alors, la Fondation Zakura est une association reconnue d'utilité publique qui existe depuis 1997, qui est parmi l'une des premières associations qui a touché à cette problématique de l'analphabétisme, spécifiquement chez la femme. Donc, nous avons aujourd'hui un nombre assez important de nos bénéficiaires, au total 130 000 bénéficiaires, dont 78 000 sont des personnes, des adultes qui ont bénéficié de programmes d'alphabétisation. Pour spécifier aussi, nous avons eu tendance à travailler plus avec les femmes. Et ça, c'est un point qu'on abordera aussi tout à l'heure. Voilà. Et aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que dans le travail que nous faisons, et certainement on touchera à ce sujet, c'est qu'on se dit l'alphabétisation déjà, on est déjà en retard. Aujourd'hui, on parle à la Fondation Zakura de comment créer une passerelle entre l'éducation et l'insertion économique. Donc déjà l'alphabétisation, aujourd'hui, je ne sais pas si on ne devrait même pas en parler, on ne devrait pas en arriver là. 10 millions, ça fait quand même peur. Après, pour répondre à votre question par rapport à l'évolution, de notre expérience, nous avons vu en effet des personnes s'alphabétiser, donc dans un programme de 13 mois à la hauteur de 3 séances par semaine, 2 heures pour chaque séance, et nous les avons vus se désalphabétiser 2 ans plus tard. Donc, quelque part, en effet, si vous voyez un petit peu l'évolution, c'est que finalement, ce phénomène de désalphabétisation a donné lieu à ce phénomène d'illettrisme aussi. Donc, et d'où le fait que l'agence, qui était la DLCA, a évolué vers ce concept du post-alpha qui n'est pas du tout géré de la même manière qu'un programme d'alphabétisation, parce que là, je reviens à ce qu'a dit Mounia, c'est qu'il faut inscrire les gens un peu dans le volet pratique. Donc la post-alpha, c'est vraiment des modules... dans la vie professionnelle est vraiment liée à l'alphabétisation. Et ne pas oublier l'alphabétisation fonctionnelle dont parlait... Alors les 10 millions, qui y a dedans? Alors concrètement, là, parce que là, les 10 millions, le chiffre est sorti, ça fait peur, vous avez vu, bon, il y a des réactions, et puis il y a des réactions qui continuent à arriver par rapport à ça. Il faut quand même juste rappeler, je suis en train de regarder les chiffres, l'évolution, on était, au lendemain de la dépendance, on était à 87%. De taux d'analphabétisme. On est passé à 43% en 2004, on était à 38% en 2006, et là on est à peu près à 30% aujourd'hui. Donc ce chiffre, il fait peur aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on ne communiquait pas dessus avant? Alors, c'est vrai. Le chiffre, ça paraît qu'il choque, mais normalement ça ne devrait pas le faire, parce que d'abord il enregistre qu'il y a une évolution. Et d'ailleurs, vous-même, vous venez de le citer, 87%, 43% en 2004, 30%, 28%. D'où vient 28%? C'est une étude qui a été faite en 2012, d'accord, 2012, et qui a bien sûr montré, c'est-à-dire qui a montré qu'on est à 28% pour la population de 10 ans et plus. Très bien. Et il y a en même temps des enquêtes faites par le Haut Commissariat au Plan sur les ménages, etc. On peut comprendre, d'après une certaine étude de ces données-là, on peut arriver à dire que pour la population de 15 ans et plus, et si on les compte eux-mêmes, c'est-à-dire on essaie de chercher un taux dans cette catégorie-là, ça pourrait être plus. Ça peut être 33-35%. Donc c'est-à-dire si on bouge le curseur, on peut faire augmenter le... Donc l'important c'est que
ça choque, oui, mais ça révèle, comme j'ai dit, une évolution. Une évolution Alors, qui est positive. si Mounia vous- Benchoura, je voulais juste vous faire réagir, vous vouliez Oui, réagir. je pense qu'en Oui. fait, ce chiffre du curseur pourrait encore augmenter plus si on le mettait où si on ne se limite pas à la définition très stricte de c'est lire, écrire et faire des opérations basiques en calcul. Et je pense que ce chiffre n'intègre pas le retour à l'analphabétisme. Donc je pense qu'en fait, les gens sont peut-être effarés par 10 millions, mais le phénomène est, je pense, encore plus important que ces 10 millions. D'accord. Malheureusement. Alors, Et je pense que le rural et la femme et les jeunes sont particulièrement touchés par ce phénomène. Oui. Je voudrais... Vous levez tous la main de manière... On a tellement de choses à dire. Je vous en prie. Alors, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Mounia. Au fait, si on bouge aussi le curseur chez les moins de 10 ans, on risque aussi d'être très très surpris. J'imagine, oui. Pourquoi? Parce qu'au fait, là aujourd'hui, le décrochage scolaire se fait beaucoup. Enfin, il y a un grand pourcentage d'enfants qui quittent. Les 10 ans, c'est entre le primaire et le collège. Donc il y a une déperdition assez importante pendant le primaire, ce qui fait que nous avons aussi un élément d'analphabétisme chez des enfants qui sortent de l'école, incapables de lire et écrire et comprendre et faire une opération de maths C'est une basique. définition universelle, internationale, de prendre les 10 ans et plus? Parce qu'être alphabétisé, on ne l'est pas à partir de 10 ans. Il faut que ça commence avant, je me trompe? Ça aide. En fait, ce sont des catégories statistiques. Oui. On peut prendre les 10 ans et plus, les 15 ans et plus, comme on peut prendre les 25 ans et plus. Donc là, ce chiffre-là, qu'on a de 10 millions, on est sur les 10 ans et plus? C'est 10 ans et plus. C'est 10 ans et plus. Sur les 10 ans et 15 plus, aussi, je voudrais... Pardon, le 15 ans et aussi provient, je pense, du fait qu'au Maroc, on a une obligation de Scolaire scolarité jusqu'à 15 ans. légale jusqu'à l'âge de 15 ans. D'accord. Donc le fait qu'il soit aussi... Je peux juste dire... Allez-y. Je voudrais juste, au-delà des chiffres, est-ce qu'on connaissait, est-ce que la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, est-ce qu'elle est due au hasard? Non, il n'est pas dû au hasard, parce que à la veille de l'indépendance, la moyenne d'année de scolarisation des Marocains était de 3 mois. C'est un travail que nous avons fait, que nous avons publié aux États-Unis. Les chiffres, ils ont été discutés au sein de la communauté scientifique. Donc, c'est des chiffres qui sont presque indiscutables. On était à peu près 3 mois. En 1980, la durée moyenne de scolarisation était de 1,83. Ou en 1990, c'était autour de 2,56. Et aujourd'hui, la durée moyenne de scolarisation est de 5, avec un indice d'inégalité parmi les plus forts au monde, c'est-à-dire 0,53, 0,56. Juste pour qu'on visualise, parce que avec les moyennes, on a toujours du mal, avec les virgules, Non, etc. c'est-à-dire 5 mois de scolarisation. 3 mois. 3 mois en moyenne de scolarisation. C'est-à-dire si vous recensez toute la population marocaine, en moyenne, un Marocain avait 3 mois de scolarisation. Et en 1980, c'était à peu près 1,79, même pas de CO1. En 1990, c'était 2,56. Aujourd'hui, c'est à peu près 5 ans. 5 ans ou 5 mois? 5 ans. 5 ans. Bon. 5 ans, et c'est très... On est revenu de loin. Non, 5 ans, mais c'est très très peu. Oui, mais on est déjà revenu de loin. C'est comme si Oui, on avait on est une revenu population de qui a loin, fait du mais primaire. D'accord. Qui n'a pas terminé le primaire. Oui. On revient de loin, effectivement, mais on a pris quand même plus de 50 ans pour arriver à ce chiffre, sachant que tous les pays qui ont émergé, si je prends la Turquie, si je prends quelques pays d'Amérique latine, la durée moyenne de scolarisation, c'est au moins 7 ans et demi. C'est vrai, c'est un indicateur statistique, mais c'est un indicateur qui révèle au moins les conditions minimales de l'émergence des économies et de l'émergence d'un pays, sachant que le Maroc cherche à être un pays émergent. Alors, comment se présente la situation aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, toutes les évaluations récentes le montrent. Les travaux de l'instance nationale d'évaluation au sein du Conseil supérieur de l'enseignement montrent que nous avons réussi la généralisation du primaire. Tous les indicateurs, que ce soit les taux bruts pour les spécialistes, les taux nets, c'est autour de 80. Quand on a préparé l'émission avec la rédaction en chef, taux de scolarisation dans les écoles primaires, on est à 97,9% en 2012. Alors moi,
Pardon 94. 94. Bon, Et moi, avec- quand je vois un chiffre comme ça, je me dis, mais Non, c'est En primaire. 90. on est bon. C'est 97. Bon, bref, autour, C'est ouais, 97. 90. Pardon. C'est au primaire et c'est une moyenne nationale. Oui. Donc ça montre effectivement qu'on a presque atteint l'obligation, enfin en tout cas la généralisation de la scolarisation au niveau primaire. Mais derrière les disparités, vous avez des régions où c'est nettement en dessous. Alors, C'est-à-dire qu'il y a oui. encore des enfants qui ne C'est-à-dire- vont pas à l'école Pardon. primaire. D'accord. Pardon, excusez-moi, si je voudrais Je voudrais juste... finir, après je voudrais juste Voilà. savoir qui sont ces gens-là. Très bien. parce que c'est- Je voilà. voudrais juste dire que l'une des causes primaires de l'analphabétisation, elle est en train d'être abolie. Et avec la transition démographique, qui fait qu'on aura de moins en moins d'enfants à scolariser, donc on va de moins en moins alimenter le stock des analphabètes par les jeunes qui n'ont jamais été à l'école. Puisque Alors, maintenant, toute la question à laquelle il faut s'attaquer, c'est tous ces jeunes qui abandonnent lors de la transition entre le primaire et le collège et qui peuvent devenir analphabètes qui courent le risque de devenir analphabètes parce que le niveau des acquis des élèves marocains reste quand même parmi les plus faibles au monde lorsqu'on l'évalue dans le CEM1. D'accord. Donc les causes Alors, sont... Oui, alors je voudrais réagir Je suis parce désolé, il que... faut que je vous coupe parce que je m'en donne à part. En tout cas, c'est un sujet passionnant. Mais en tout cas, je voudrais quand même souligner qu'il y a des statistiques très importantes sur le niveau d'acquisition des enfants avant la fin du primaire. Que seulement... C'est pour ça que le chiffre à 10 ans et plus, Oui. On veut être dans l'optimisme, Oui. mais réellement, nous avons eu des statistiques qui ont prouvé que 76% des enfants sortant du primaire ne savent pas lire, écrire et faire du calcul correctement. Et ça, c'est une étude récente qui a été faite en collaboration avec le ministère et l'USAID, qui démontre que finalement, le fléau, c'est que finalement, on continue à alimenter. Tout à fait. Par la mauvaise Oui, qualité de compléter l'éducation. de Je suis l'éducation. d'accord. Monia Benchkol. Oui, alors non seulement on alimente parce que même quand ils sortent, une grosse majorité sort à la fin du primaire, ils ne savent pas lire et écrire, donc ils sont presque Oui. analphabètes, mais en plus, ils sortent en cours de route. C'est-à-dire, on a quand même encore 2,5% de taux d'abandon au primaire. C'est pas sur des millions 2,5% de taux d'abandon. de taux d'abandon au primaire, et au collège, il est de 10,6%. Il est de 10,6%. Et le taux de transition primaire-collège, il n'est pas officiel. Enfin, il n'y a pas de statistiques là-dessus. Mais je peux vous dire, en tout cas pour moi qui ai travaillé depuis 10 ans dans le domaine, dans les écoles publiques et dans ce domaine-là, qu'au moment, notamment dans le milieu rural, la transition primaire-collège, c'est une hécatombe en termes de raisons culturelles pour les filles, parce qu'on préfère les marier, parce qu'on a peur de les laisser s'éloigner, parce qu'on ne veut pas les envoyer. Il y a les saturations des internats, on a l'éloignement du collège, des habitations, donc il n'y a pas assez de transport scolaire. Donc il y a aussi, pour les garçons, l'urgence, la pression économique des parents. Donc toutes ces raisons-là... J'ai la statistique pour toi, c'est que seulement 27% des jeunes filles marocaines dans le rural vont au collège. Et 32%, dans le rural vont au collège. 32% des garçons, sachant qu'il faut aussi compter la déperdition de ces jeunes garçons et jeunes filles qui rentrent au collège, qui n'arrivent pas au brevet. Donc finalement, quelque part, on est juste en train de refaire le scénario. Oui, merci. J'aimerais bien préciser une chose, c'est Allez-y. que quand on parle de 97% de scolarisation, il faut d'abord préciser, est-ce qu'il s'agit de l'inscription au primaire ou bien ceux qui terminent le primaire. Oui. Ça, c'est important. Oui, tout à Parce fait. que ça ne sert à rien de dire d'où que le taux on a, d'abandon. par exemple, même 100% d'inscrits dans la première année et la deuxième année, alors qu'ils ne terminent pas jusqu'au moins en sixième. Alors que C'est là ce où n'est pas on voit- suffisant. On voit que la D'une part. prospective, que les statistiques sont extrêmement importantes. On peut faire Mais bouger bien le curseur sûr, comme on bien veut, sûr. finalement. Oui, bien sûr. D'autre part, le problème, même si nous arrivons cette année-là à 97%, notre problème dans l'alphabétisation, c'est qu'on a un stock qui est alimenté du passé. C'est-à-dire, ce sont des enfants d'il y a 10 ans qui ont abandonné l'école à 7 ans ou à 8 ans. Après 6 ans, ils sont à 16 ans. Donc, ça veut dire qu'ils viennent pour alimenter le stock. Donc, c'est un stock, normalement, qui s'alimente d'un réserve un peu du passé. D'accord? Même si on arrive maintenant, aujourd'hui, à
généralisé, c'est pour le devenir, c'est pour l'avenir. Mais il faut d'abord traiter ce qu'on a comme juste pour qu'il n'y ait pas de confusion. Aujourd'hui, toutes les statistiques convergent pour dire que pour les jeunes âgés entre 6 et 11 ans, les taux, c'est ce qu'on appelle les taux spécifiques, c'est connu dans la littérature, ils sont à peu près à 97%, 98% en moyenne au Maroc aujourd'hui à l'école. Donc, on a réussi quantitativement à mettre les enfants à l'école. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut d'abord reconnaître. Ensuite, est-ce que ça résout le problème de l'analphabétisme? Non, ça ne le résout pas. Non, mais est-ce que ça donne vraiment la photo nécessaire pour activer une politique ajustée? La question, elle est là. Non, c'est que... Non, attends, je vais juste continuer, s'il vous plaît. Est-ce que ça résout le problème? Non, ça ne résout pas le problème. Parce que lorsqu'on fait des évaluations internationales, Teams, PIRLS, lorsque j'étais directeur à l'instance, enfin, le directeur qui m'avait précédé et moi, ensuite j'ai travaillé là-dessus, on avait fait une évaluation qu'on appelle le PNEA pour le primaire et pour le collège. On s'est rendu compte qu'on a à peu près les mêmes résultats que les évaluations internationales. Donc il n'y a plus de polémique là-dessus. C'est-à-dire que nos enfants, même lorsqu'ils sont scolarisés, même lorsqu'ils sont à l'école, ils sont les derniers de la classe à l'échelle mondiale. Donc ça veut dire, malgré la généralisation, on va continuer à alimenter l'analphabétisme. Les spécialistes du capital humain parlent de ce qu'on appelle la dépréciation du capital humain. Il faut non seulement accumuler, mais il faut arriver à valoriser le capital humain, à l'améliorer sans cesse. Aujourd'hui, on parle de la formation tout au long de la vie, mais ce sont des choses sur lesquelles j'aimerais... Il nous faudrait plus de 60 minutes pour comprendre tout ça, mais on en fera une, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez réagir à une question, vous avez parlé de stock tout à l'heure. Bon, c'est un mot très froid pour parler de population, mais c'est comme ça, j'imagine, et les statisticiens, on parle de stock. Ce stock, est-ce qu'il agit sur le futur? Je veux dire, il y a des études qui montrent que des parents analphabètes engendrent des analphabètes. Est-ce qu'on a des chiffres précis par rapport à ça, Madame Scholon? Pardon. Vous voulez parler? Allez-y, je vous en prie. D'accord. Alors, quand on parle de stock, c'est qu'il y a d'abord ce qui existe maintenant. Maintenant, on a vraiment des gens qui sont analphabètes, qui viennent, comme j'ai dit, du passé, et qui sont de toutes les tranches d'âge, aussi bien les enfants que les jeunes, que les adultes, que les vieux, d'une part. D'autre part, ça agit surtout au niveau des vieux et des adultes sur les générations futures. C'est que tous les problèmes de la scolarisation, on va voir que les problèmes c'est-à-dire on peut trouver une explication de la déscolarisation des enfants dans l'analphabétisme des parents. D'accord? Il y a quand même, je dis, une part de l'explication. Quand on ne trouve pas une école, c'est facile de arrêter l'enfant ou la fille d'aller à l'école au lieu de demander qu'on ait un collège ou une école tout près. Je donne juste le chiffre, hein. C'est une étude. Quand la mère est alphabétisée, le taux de non-scolarisation des enfants est de 5,6%. Lorsqu'elle est analphabète, il passe à 18%. C'est une enquête qui a été menée en 2006. Et quand c'est le père qui est analphabète, le taux est de 10,7%. Il y a vraiment une sociologie là, de l'alphabétisme à développer. Ce qui est important, c'est que la DLCA, donc l'ancêtre de l'agence, le précurseur, en fait, bravo, a fait en fait toute une série d'études, a fait faire par des experts toute une série d'études pour voir quelles sont les conséquences et les impacts de l'analphabétisme. Alors il y a plusieurs chiffres qui font froid dans le dos, parce qu'en fait, vous vous rendez compte au niveau quantitatif et qualitatif que c'est absolument épouvantable. Au niveau quantitatif, un pourcentage d'analphabètes. Ça coûte combien? Ça coûte 1,3% du PIB. Ça veut dire qu'en 2010, on était à 10 milliards de dirhams, ce que coûtait 1% d'analphabètes au Maroc. Alors, gardez vos chiffres, on va continuer. Voilà. On va continuer, ne vous inquiétez pas, parce qu'on doit faire une pause. On est en direct, je le rappelle, et on a beaucoup de gens qui réagissent sur Twitter, et notamment Enaïmen qui nous dit « Bon, on a pris conscience de ces chiffres qui font peur, mais qu'est-ce que vous proposez pour pallier à ce grand taux d'analphabétisme ?»